Ok, merci beaucoup. On m'a demandé de parler de la communication avec les patients et les familles en réanimation. Je voudrais faire un petit commentaire déjà sur tout ce qu'a exprimé le professeur Marc Léon et sur les topos précédents. Je pense qu'il y a un cadre conceptuel sur l'éthique d'une façon générale en santé. Il y a un cadre juridique et moi je voudrais qu'on sorte de ce cadre juridique parce que finalement, si on fait bien en équipe en termes de communication, de relation avec le patient et la famille, on est dans le vrai, on est dans la cohérence de nos actions en tant qu'équipe hein, auprès des patients et auprès des familles. Donc sur le sujet de la communication, donc évidemment, je n'ai pas de lien d'intérêt sur cette présentation. Je voudrais m'arrêter une petite seconde sur qui sont les acteurs en présence. Pourquoi je vous dis acteurs? Parce que finalement, quand on regarde bien, la communication, la relation entre les personnels, je parle ici des soignants. Pour moi, il n'y a pas de médicaux, paramédicaux, il y a ceux qui touchent le patient. Et ceux qui touchent les patients, ce sont les aides-soignants, les infirmiers, les médecins. Et donc, on doit avoir une cohérence en termes de forme de communication. Quand on parle au, de la relation avec autrui dans le soin, on parle des patients et on parle des familles et, à mon sens, et on pourra en discuter après, les modes de communication, les principes qui vont sous-tendre cette communication sont communs aux patients et aux familles. Alors certes, il y a des spécificités de la réanimation. Comme on l'a bien vu et comme on le sait, les patients sont souvent incompétents au sens où ils ne peuvent pas répondre de façon euh, euh, explicite à des questionnements concernant leur projet de soins lorsqu'ils sont sédatés ou lorsqu'ils sont dans le coma. Les principes de cette relation vont être déportés vers la famille, mais les, j'aime pas le mot technique, mais en tout cas les grandes règles de communication sont les mêmes avec les patients et les familles. Et d'ailleurs, si on va plus loin, les règles de communication devraient être les mêmes entre les professionnels. On va voir quelques exemples et je pense que c'est assez frappant de voir comment une bonne communication permet de rendre une équipe d'experts en une équipe experte dans les relations avec les patients et la famille. Donc la communication avec un patient ou sa famille répond à des objectifs. Les objectifs, c'est quoi? C'est l'information, c'est le soutien, c'est l'adhésion aux soins et surtout la cohérence. C'est pour la raison pour laquelle, tout le long du topo, vous allez voir le médecin d'ici. En fait, il faut faire ça par extension à tous les soignants. Elle répond à des attentes qui est de comprendre, adhérer, se projeter dans l'avenir, se rassurer. Et un autre point important, et je pense que ça, il faudra en parler, c'est garder espoir. Et je crois qu'on a tendance, euh, en particulier les plus jeunes d'entre nous, j'entends souvent les internes qui dramatisent la situation de peur que les familles ne comprennent pas. Les familles comprennent parfaitement bien. Et on oublie quelquefois de laisser de l'espoir. Elle répond à des principes, cette communication, qui s'applique aux patients et aussi à la famille, et elle doit se réaliser dans un cadre. Donc, pour résumer, en fait, on pourrait s'arrêter là. La communication, c'est une valeur d'équipe. C'est celle qui rend donc l'équipe d'experts en équipe experte. Et ces principes, une fois de plus, s'appliquent aux patients, à la famille, et certains principes s'appliquent aussi dans les relations avec les autres professionnels. Alors, je vais essayer de passer quelques principes ou idées de façon à... enfin, ce ne sera pas quelque chose de très théorique, j'essaierai d'être aussi pragmatique que possible. Les patients, les performances cognitives d'un patient sont proportionnelles à la gravité de sa maladie. C'est-à-dire qu'un patient qui est très gravement malade a des performances cognitives qui sont moins importantes qu'une personne qui n'est pas malade. Donc, il ne s'agit pas d'infantiliser le patient, il s'agit d'adapter son discours, son rythme de parole, avec un certain nombre de points comme par exemple la réitération, et essayer de comprendre ce que comprend le patient. C'est vrai pour les familles. Les familles, lorsqu'on annonce un drame, il y a un niveau d'anxiété, de dépression et de stress qui altère
capacités de compréhension. C'est pas les capacités de compréhension, c'est le fait que des mots que nous allons utiliser, nous soignants, peuvent impacter le stress et peuvent impacter la compréhension générale de la situation et modifier les capacités de jugement et d'évaluation. Il y a les 5 étapes du deuil d'Elisabeth Kubler-Ross qui sont principalement appliquées au deuil, donc à la mort, déni, agressivité, marchandage, dépression, acceptation. Ces étapes-là, en fait, on se rend compte qu'elles sont aussi transposables à l'annonce d'une mauvaise nouvelle, que ce soit à un patient ou que ce soit à une famille. Et qu'on va s'attendre à des modifications émotionnelles qui vont suivre ce chemin-là et des questions qui vont suivre d'une façon ou d'une autre avec des étapes qui vont avoir un temps plus ou moins rapide, une succession de ces étapes-là. Est-ce qu'on a des modes d'emploi? Alors, le problème des modes d'emploi, c'est que c'est un petit peu comme le cadre juridique, hein. On est dans un cadre, donc voilà, on veut une checklist. C'est pas possible ça sur la communication. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est quelles sont les attentes des familles. Et ça, c'est un papier un peu fondateur sur les relations avec le patient. Qu'est-ce qu'attendent les familles? Les familles, c'est avoir un sentiment d'espoir. J'en ai déjà parlé. Il faut probablement atténuer notre dramatisation, ou en tout cas modifier notre discours et les paroles et la façon dont on parle à la famille, et toujours laisser l'espoir. Il n'y a que quand le patient est décédé ou en mort encéphalique qu'il faut faire comprendre la notion de mort, de décès. Avec humanité, bien sûr, mais dans toutes les autres situations, il faut laisser un espoir. Et d'ailleurs, dans ce qu'a discuté Marc Léon tout à l'heure, sur le temps et sur les lattes, la limitation, c'est pas un objectif, hein. On confond pression de production non, le temps est extrêmement important. On ne sait pas ce qui va se passer demain, on ne sait pas ce qui va se passer après-demain. Avoir le sentiment que le personnel hospitalier s'occupe du patient, le fait de rendre cohérente la communication avec la famille ou le patient, c'est une façon de dire nous sommes une équipe qui prenons soin. Avoir une salle d'attente à disposition, alors c'est dans le désordre, mais le cadre est important. Être appelé chez soi si l'état clinique évolue, le contrat est important. Être informé du pronostic, avoir des réponses franches et sincères aux questions, connaître les éléments du pronostic de leurs proches, être informé quotidiennement, recevoir des informations claires et compréhensibles, être autorisé à voir le malade souvent. C'est pas à nous le patient, c'est à la famille. L'ouverture des horaires, le fait d'avoir une réanimation ouverte, c'est extrêmement important et ça répond à ses besoins. Ça, ce sont les attentes des familles, ce sont les attentes des patients. Ce qui signifie que, comme une pièce de théâtre, notre communication doit se faire avec un temps. Et le temps, ça veut dire des rendez-vous, des moments qui doivent être soit déclenchés par la famille, mais surtout proposés clairement par l'équipe. Un cadre, c'est pas dans un couloir, c'est pas au milieu du bruit, c'est dans une pièce. C'est pas une consultation, c'est-à-dire qu'il est conseillé de ne pas mettre de bureau entre une famille et les personnes qui vont parler. Il faut être à distance, on va le revoir. La proxémie est importante, il faut être à distance qui nous permet de pouvoir toucher la famille sans la toucher. Une équipe, c'est extrêmement important d'avoir. Alors, c'est pas légal, mais il me paraît tellement important que lorsque le médecin va donner des nouvelles à la famille, l'équipe soit là, infirmier, aide-soignant. Pourquoi? Parce que ça rend compte de la cohérence de l'équipe. Et surtout, il y a des mots qui vont être utilisés, des questions qui vont être posées, des phraséologies, des concepts, des idées, qui peuvent être partagés par l'ensemble de l'équipe, hein. Et les infirmiers ou les aides-soignants peuvent utiliser ces mêmes mots et dire, comme vous l'a dit le médecin, ou comme on en a discuté faisant partie finalement de l'équipe, comme on en a discuté lors notre réunion avec vous. Et donc, c'est cohérence entre les éléments de l'équipe. Le contenu, on va en parler, et puis la manière, et on discutera à la fin de la communication thérapeutique.
Alors, si vous voulez une checklist, on peut proposer celle-là. Cette checklist, ici, elle met tous les éléments importants à prendre en compte. Et je pense que cette plaque, en fait, qui est issue d'un topo de Elie Azoulay dans le MAPAR, lors d'une session du MAPAR en 2008, et qui, en fait, est une traduction d'un des nombreux articles anglo-saxons. Il faut bien comprendre quand même que la relation médecin-patient, elle a été d'abord réfléchie dans les milieux anglo-saxons, que dans nos pays latins et en particulier en France, il était extrêmement difficile de trouver des références jusqu'il y a très peu de temps. Donc vous avez ici tous les éléments à la fois du cadre, de la temporalité, du contenu, des principes de la relation qui sont organisés en avant, pendant, après. On va passer petit à petit sur un certain nombre de points de façon à ne pas allonger trop le topo. Alors, les principales étapes du processus, c'est de déterminer ce que c'est le patient ou sa famille, donner l'information de manière claire, soutenir le patient ou sa famille en tâchant de réduire l'impact émotionnel et développer une stratégie, se tourner vers l'avenir. Alors, on va passer sur chacun de ces points. Donc, ça veut dire préparer un entretien. Alors, un entretien avec la famille ou avec des membres de la famille, lorsque ce sont des relations quotidiennes ou pluriquotidiennes entre les infirmiers, les aides-soignants et les membres de la famille, c'est stressant pour le patient et c'est aussi stressant pour le soignant. Regardez à droite de la diapositive, vous avez les niveaux de stress appliqués soit ici au médecin, soit au patient sur l'annonce d'une mauvaise nouvelle. On a peut-être l'air comment dire, à l'aise avec ces relations-là, mais c'est extrêmement stressant. Si vous prenez un élément extrêmement stressant qui est par exemple l'annonce de la mort encéphalique à une famille, on est dans des états de stress avant l'entretien, nous les soignants, nous les médecins, extrêmement important. Cet état de stress est maximum avant l'entretien et ensuite il va être maximum pour le patient lors de l'annonce d'une mauvaise nouvelle ou pour la famille lorsque l'on va leur annoncer une mauvaise nouvelle. Donc il faut être conscient de ses propres émotions, il faut rester calme, il faut être empathique et pas sympathique. Sympathique, on va le voir, c'est pleurer avec l'ensemble des personnes impliquées, alors que l'empathie, c'est montrer qu'on comprend la douleur de l'autre, d'une façon très générique. Mais il faut rester donc dans ce calme et il faut être extrêmement attentif aux mots qu'on va utiliser et pas uniquement aux mots, ça c'est le langage verbal, on va voir aussi le paraverbal et le non-verbal, le rythme, l'intonation, la position, on va voir qu'il ne s'agit pas d'asseoir la famille et puis de rester debout face à la famille pour avoir ce genre d'entretien. Et puis s'assurer de pouvoir disposer de suffisamment de temps. Je pense que s'il doit rester quelque chose de ces topos-là, c'est le temps. Il faut du temps. Se préparer sur le cas lui-même, donc on revérifie les éléments du dossier évidemment, spécificité du travail en anesthésie-réanimation, mais en réanimation en général. Il faut un binôme, moi je pense qu'il faut un binôme ou un trinôme qui comprend IDE, aide-soignant, médecin, le chirurgien si c'est du post-opératoire. Il n'y a rien de pire qu'une incohérence dans la communication parce que dans les différentes étapes de la prise de conscience de la nouvelle, il peut y avoir des dissonances qui peuvent brouiller considérablement le message et entraîner finalement des situations de conflit. Connaître le vécu du patient. Chaque fois, ce n'est pas une technique, je pense que c'est une façon de contrôler ses propres émotions de soignant et de laisser du temps. La première question, c'est qu'est-ce que vous connaissez de la situation? Qu'avez-vous compris de la situation actuelle? Quelles sont les dernières nouvelles auxquelles vous avez pu avoir accès? Cette question-là permet de laisser parler la famille, de savoir dans quel état d'esprit se trouve. Ça permet à vous de contrôler vos états émotionnels et ça permet d'analyser l'intonation, de voir à quel rythme vous devrez vous positionner pour discuter avec le patient, avec la famille. Vous voyez, je confonds les deux, donc ça veut dire que c'est probablement la même chose. Et ça permet de répondre à toutes ces questions finalement et de revoir quelle va être votre stratégie de communication, comment est-ce que vous allez aborder les choses. Informer, c'est essayer de trouver la bonne façon de parler.
Alors, on évite les formules toutes faites, mais néanmoins, il y a quand même des formules qui vous permettent d'avoir un fil rouge, un fil auquel vous pouvez vous tenir si vous avez des difficultés pour poursuivre la communication. C'est comme un connecteur balise. Euh, et puis, méfiez-vous du vocabulaire. On a un vocabulaire technique absolument effroyable et on ne se rend même pas compte qu'on l'utilise en fait. Et donc, il faut vraiment décortiquer, utiliser des mots d'une très grande simplicité. Euh, et d'ailleurs, vous pourrez d'ailleurs analyser le vocabulaire que la famille va utiliser lorsque vous aurez posé la question, quelles sont les dernières nouvelles auxquelles vous avez pu avoir accès. Donc des mots simples, des mots non techniques, choisis soigneusement, de manière directe, sans euphémisme, en évitant le jargon médical. Les réactions émotionnelles, on en a déjà parlé, et on essaye de reconnaître ces réactions. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Et donc, dans tous les topos, il y a la notion d'empathie. C'est quoi l'empathie? C'est une réponse adaptée avec une reconnaissance de l'émotion de l'autre, un encouragement, la réassurance. Il y a surtout des réponses négatives, hein. Reconnaissance inadaptée, humour inapproprié, déni, et surtout l'interruption. Il faut arrêter les téléphones, il faut arrêter les bips, hein. Il faut se mettre dans un endroit calme. Euh, L'interruption, il n'y a rien de pire, hein. Et puis l'empathie, c'est pas de la sympathie, hein. C'est ce que veut illustrer finalement la petite image de droite, hein. Si vous savez comme votre maladie me fait souffrir. Non, nous sommes des professionnels de la santé. Euh, Simplement, on exprime le fait qu'on comprend la situation dans laquelle se trouve et le patient et sa famille. Euh, donc cette plaque pour réexpliquer que finalement la part émotionnelle transmise par le soignant, elle doit être maîtrisée par justement l'attention, l'empathie, l'attitude douce. Et puis il y a un mot qui est jamais utilisé, c'est la bienveillance. On est là dans un cadre bienveillant et bienfaisant. À la fin, il faut terminer ces conversations, et ces conversations, ça doit être une conversation, une fin d'ouverture. Et l'ouverture se fait à la fois sur la disponibilité de l'équipe. Nous sommes là, nous sommes disponibles, on va reprendre rendez-vous, on se revoit, on garde le contact, on vous explique si on doit vous téléphoner ce qui va se passer, vous pouvez nous appeler, nous sommes tous disponibles pour, et redonner le message d'espoir. Il y a une très belle formule qui est traduite de l'américain de Hope for the best et Prepare for the worst, c'est espérer le meilleur, se préparer au pire. C'est le type de phrase que, moi personnellement, c'est critiquable, hein, j'utilise volontiers. Pourquoi? Parce que ça ne veut strictement rien dire, mais ça résume parfaitement la situation. On espère le meilleur, on est comme vous, on veut que ça s'améliore, hein. Et là, ben, on est déçu, ça ne s'améliore pas tout de suite, hein. Il faut attendre. Alors évidemment, on se prépare au pire. Bien sûr que c'est grave, on se prépare au pire, mais on espère le meilleur. Un autre point aussi, c'est le temps. Et souvent, les familles vous demandent un résultat d'examen. Alors, est-ce qu'il a eu le scanner? Comme si l'examen ou l'antibiotique ou telle chose signifiait la fin de leur cauchemar. Il faut leur expliquer que ce n'est pas le cas, que c'est une étape, que ce sont des informations supplémentaires. Parce que eux veulent quoi? Veulent pouvoir dormir la nuit, veulent pouvoir être soulagés, veulent sortir du cauchemar. Donc il y a ce temps et on se donne des étapes. D'ailleurs, nous, on se donne des étapes dans le traitement du patient. Est-ce qu'il va s'améliorer après cette stratégie? Est-ce que la FiO2 va pouvoir être diminuée? Est-ce que le P sur F s'améliore? Est-ce que les antibiotiques marchent? Est-ce que on est dans la même démarche? Il faut leur expliquer la même démarche. Et puis, il y a des techniques de communication que je voudrais partager avec vous. Je ne suis pas un spécialiste et j'ai volé ces diapositives à l'équipe du CHU de Grenoble qui travaille sur la communication thérapeutique et l'hypnose. Le groupe s'appelle Hypnocom. Et ces éléments-là, ce sont des éléments qui sont, je trouve, extrêmement intéressants, importants, et qui doivent être appliqués dans toutes les situations, pas uniquement en réanimation, dans nos relations professionnelles d'ailleurs, mais avec les relations avec les patients en particulier. Le fait que je vous parle ne signifie pas que vous puissiez entendre et comprendre la même chose que ce que moi je veux dire et exprimer. Donc il y a 9 possibilités de ne pas s'entendre. Et pourquoi cela? Parce que les états d'esprit des uns et des autres ne sont pas les mêmes, hein.
je suis dans la situation de conscience critique et vous êtes, lorsque vous écoutez un topo, dans cette situation de conscience critique qui consiste finalement à avoir un esprit critique, un esprit d'analyse. On est en contrôle, on est en sécurité, mais un patient ou une famille sont dans une conscience hypnotique, ils sont suggestibles. Tout ça, c'est activité par quoi? Par le stress, par la douleur, par la peur. Et cette situation dont on a parlé initialement, c'est une situation dans laquelle se trouvent systématiquement les familles et les patients. Et donc, c'est la raison pour laquelle notre façon de nous exprimer, de communiquer est extrêmement importante. Lorsque l'on est en transe négative, c'est-à-dire lorsqu'on est dans cette situation de stress extrêmement élevé, on n'entend pas les négations, on est très suggestible, on n'entend pas. Et puis on mémorise que les choses négatives. Le langage verbal, c'est que 7% de l'ensemble de ce qu'on exprime. C'est notre meilleur allié et notre pire ennemi. C'est pour ça que les mots qu'on doit utiliser doivent être choisis. Ils doivent être confortables, tranquilles et en sécurité. Et ces éléments de communication thérapeutique ne s'appliquent pas uniquement dans la relation qu'on a avec les familles, avec les patients, mais ça s'applique dans le soin. Et je pense que ces principes-là peuvent aussi être utilisés dans nos communications avec la famille, avec les patients, en dehors du soin. La modulation, le paraverbal, la modulation, l'état émotionnel, des petits trucs. Alors moi, j'arrive pas à le faire, mais c'est extrêmement important, paraît-il. Parler sur l'expiration de la personne qui est en face. Faire du saupoudrage. Faire parler d'une voix lente, posée, avec un timbre bas. Être capable de ralentir en fin de phrase. Faire des pauses. On est pollué par la pression de production dans nos unités. Sortir le patient, etc., etc. Il faut qu'on les silences, les pauses sont aussi importantes que ce que l'on exprime. Et comme nous sommes des professionnels, il faut qu'on ait un temps toujours rassurant et adapté. Le langage non verbal, vous le connaissez, le visage, le sourire, c'est pas facile avec les masques. L'aspect extérieur, il ne s'agit pas de sortir avec une casaque et du sang dessus. Et le mirroring, essayer de se placer dans la même position que la personne en face. Si lors d'un entretien, quelqu'un croise les jambes, on croise les jambes. Et puis la position, on ne se met pas debout pour expliquer à quelqu'un qui est assis, on se met au même niveau. Et l'histoire de la proxémie, ça me paraît aussi important. La proxémie, c'est la distance raisonnable avec un interlocuteur. Pourquoi? Parce qu'on peut être gêné. On peut être gêné par la distance. Il ne faut pas se mettre trop près. Ça, on le ressent quand on est professionnel. Pour ceux qui sont au bloc opératoire, on sait ce que ça veut dire, être trop près. Et donc, il y a des zones, une zone intime, une zone personnelle et une zone sociale. Lorsque vous faites un soin, vous êtes dans la zone intime. Donc, il faut demander l'autorisation pour un accès à cette zone intime. Et de la même façon, lorsqu'on en est face à une famille ou un patient pour un entretien, il faut se mettre dans une zone qui est confortable pour la personne ou pour la famille. La qualité de la présence professionnelle, on en a déjà parlé, c'est l'empathie, la disponibilité, l'explication des actes, l'information, la cohérence, l'écoute active et pas de conversation inappropriée. Ça signifie, lorsqu'on fait un soin, c'est un seul interlocuteur et ça signifie que on va éviter d'utiliser un certain nombre de mots. Voilà, les transmissions, on doit être honnête. L'honnêteté, c'est un principe professionnel et éthique majeur. Nous devons être honnêtes. Et en même temps, quand on utilise ces mots-là, on est satisfait sur le plan professionnel. Alors, ça, c'est un certain nombre d'éléments qui sont utilisés dans la technique de la communication thérapeutique. Alors, je ne les maîtrise pas tous, mais je voudrais vous en suggérer quelques-uns. C'est par exemple le fait de la confusion, par exemple la confusion ou saturation. Lorsque vous posez une perfusion, vous faites un soin douloureux, en dehors du fait que vous devez tenir compte de la douleur et de prévenir par des moyens médicamenteux, mais aussi par la communication thérapeutique. La confusion, c'est de dire, par exemple, est-ce que c'est bien votre raton laveur qui vous a accompagné ce matin à l'hôpital? C'est de la confusion. La saturation marche assez bien avec les personnes âgées, c'est-à-dire on va les saturer d'un discours tout à fait général sur la météo, sur les visites qu'il a pu avoir, sur l'émission de télé qu'ils sont en train de regarder. Il y a le Yes 7. Le Yes 7, c'est arriver à obtenir 3 oui de suite de façon à obtenir une adhésion à la quatrième question, c'est-à-dire un soin. Votre nom, c'est bien ça. Vous êtes bien
ici pour, etc. Donc ce sont des questions auxquelles on répond obligatoirement oui, de façon à ce que vous puissiez utiliser une question à laquelle le patient va devoir répondre oui et qui va consister finalement à l'adhésion à un traitement. Donc voilà, je ne maîtrise pas toutes ces techniques-là, mais vous devez avoir des équipes qui travaillent sur la communication thérapeutique et qui peuvent vous expliquer. Et surtout, vous pouvez vous entraîner à faire ça. Et c'est à la fois amusant, ça permet de rendre l'équipe cohérente et c'est vraiment un travail d'équipe ça. Et en même temps, ça aide beaucoup pour le soin aux patients. Alors il y a les mots qui soignent et les mots qui font mal. Ça, vous connaissez certainement cette distinction-là. Je vais passer vite. On évite la position supérieure, comme je vous l'ai dit. On évite d'ignorer le patient et son ressenti. On évite les négations. On évite le petit. Je vais vous faire un petit soin, je vais vous faire une petite piqûre. On évite le mode impératif. On invite les patients à adhérer à un soin. On évite le on, le nous, le on va essayer. Je vais poser une perfusion. Et puis, on utilise les mots qui font mal, hein, peur, froid, mal, douleur, nausée, vomir, dur. Tous ces mots-là sont inconfortables. Il faut les éviter, donc il faut trouver d'autres choses. Et puis la fin, là, pour la potence, les électrodes, le pistolet, vous êtes probablement mieux formés que certains de nos camarades médecins à ces techniques-là, mais il faut éviter d'utiliser ces mots parce que, comme on l'a compris, l'état émotionnel stressé renvoie à des images négatives. Donc les exemples sont les suivants. À la place de n'ayez pas peur, ne vous inquiétez pas, on peut proposer soyez rassurés, tranquillisez-vous. Vous n'avez pas froid ni envie de vomir, c'est êtes-vous confortable, avez-vous suffisamment chaud. Les échelles de type échelle de douleur, échelle de tout, nous imposent de dire vous avez mal, mais combien. Essayez de poser la question simplement êtes-vous confortable? Et si le patient n'est pas confortable, il vous exprimera pourquoi il est inconfortable, soit parce qu'il a mal, soit parce qu'il a soif, soit parce qu'il a faim, soit parce qu'il a envie de vomir et qu'il est nauséeux. Donc pour finir, résumé, la communication est intrinsèquement liée à un ensemble de valeurs et de compétences non techniques et c'est la communication, c'est une affaire d'équipe, pas uniquement une affaire d'experts. Il n'y a pas de recette miracle, mais il y a des principes, il y a des valeurs, il y a des règles, il y a une expérience. Et si vous voulez mettre un cadre à la communication, parlez-en entre vous, utilisez les ouvrages de référence et faites-vous vos propres règles et enfin, et pour terminer, la communication, ça s'apprend, ça s'enseigne et ça se transmet. Ça s'apprend comment? Eh bien, en observant les autres et peut-être en utilisant des référentiels. Ça s'enseigne volontiers par des scénarios de simulation et ça se transmet. Et je pense que ça se transmet aussi par l'expérience, c'est-à-dire que ceux qui ont une expérience peuvent la transmettre aux plus jeunes. Et je veux dire par là qu'il y a le concept de curriculum caché. C'est-à-dire que si vous rentrez dans une équipe et que quasiment de principe, l'équipe a des problèmes de communication, on va vous transmettre les mauvaises façons de communiquer. Donc cette culture d'équipe, c'est la base finalement de l'enseignement vis-à-vis des plus jeunes et des nouveaux dans l'équipe. Voilà, écoutez, j'espère que toutes ces petites vignettes vont vous aider ou vont vous faire réfléchir à la meilleure façon de communiquer. Je suis prêt évidemment à répondre à vos questions.